Pour le moment, je ne sais pas très bien comment parler de cette pièce. Pourtant, elle est relativement simple. C'est une suite d'instants sans unité déclarée ou cohérence narrative. Elle ressemble plus à une succession de petits fragments fictionnels, comme des nouvelles, sur un thème à peu près commun. Pourtant, ce n'est pas une pièce abstraite. Au contraire, elle est dans la veine d'écriture réaliste et humoristique débutée avec Je tremble et Pinocchio, qui s'est accentuée avec Cercle et Fiction, Ma chambre froide, Cendrillon et la grande et fabuleuse histoire du commerce. En plus d'être réaliste, c'est un théâtre d'action, comme je l'ai déjà formulé, plus qu'un théâtre de texte, de poésie textuelle. Ce théâtre, il me semble, vaut par ce qu'il met en jeu entre des individus, ce qu'il montre, ce qu'il suggère sur un plan relationnel et existentiel, plus que par ce qu'il dit, ce qu'il formule. Je pense que dans ce théâtre, par exemple, il est formulé beaucoup de banalités. Et le style de l'écriture textuelle n'y est guère intéressant, ou recherché, encore moins original. C'est un théâtre réaliste, qu'on pourrait presque qualifier de théâtre de situation, mais je préfère le terme de théâtre d'action, qui est plus drôle et plus ambigu. C'est-à-dire que l'action prévaut sur la parole. C'est un théâtre réaliste, donc, c'est-à-dire simple et compréhensible, avec une psychologie relativement concrète. Sans arrière-plan. Pourtant dans cette pièce, la réunification des deux Corées, il n'y a pas d'unité narrative. Au moment où nous parlons, le travail d'écriture n'est pas terminé, et la cohérence qui pourrait soutenir ce projet se cherche encore. Et je plaiderais certainement coupable, si elle n'est toujours pas là le 17 janvier. J'essaie néanmoins de la trouver, mais de façon non préméditée, et peut-être même non rationnelle. Je cherche quelque chose qui pourrait se révéler à moi, au fur et à mesure de l'avancement de notre travail, écriture sur le papier, et sur le plateau avec les comédiens. D'où la difficulté, bien sûr, de parler aujourd'hui de ce quelque chose de non préétabli, et qui va se constituer, se former. Plus concrètement, cette pièce démarre avec une scène tirée d'un scénario de Bergman, scène de la vie conjugale. Il y a plusieurs autres fragments fictionnels ensuite, 3 exactement, sur à peu près une vingtaine en tout, qui sont inspirés de Schnitzler. Une de ses nouvelles, Rien qu'un rêve, et une pièce, La Ronde. J'aimerais insister sur le fait que ces noms, que j'ai cités, ne sont pas forcément des sources d'inspiration globale, mais dans le cas de Schnitzler des amorces d'inspiration pour ces 3 fragments de l'ensemble. Pour Bergman, je ne lui ai emprunté qu'un tout petit instant de son film formidable. J'ai voulu commencer par lui, et cette petite scène, pour situer quelque chose, ouvrir une thématique bien particulière. En termes d'influence, je pourrais citer Tchekhov, celui des nouvelles et des pièces en un acte. Cruel et humoristique, presque satirique. Il y a quelque chose chez moi qui correspond très fort à cette sensibilité-là. Je pourrais qualifier cette pièce en cours, aussi, de pièce spontanée, pour la différencier de pièces écrites de façon plus réfléchie, et mûrie telle Ma chambre froide, Cendrillon, Les marchands, pièce spontanée, telle que Je tremble, Cercle et Fiction, qui se cherche en se faisant. Avec des matériaux précis au départ, mais des matériaux non raffinés, au sens où l'on dit que le pétrole se raffine. Et aussi, pièces spontanées, parce qu'elles se sont constituées tout d'abord, en tant que rapport à un espace de théâtre particulier. Et non pas à partir d'un concept fictionnel ou intellectuel, une idée d'écriture au sens habituel. La scénographie a depuis toujours une importance déterminante dans mon écriture, et dans mon inspiration. Une scénographie du vide, des espaces sans matière, des fondations, des architectures à plan lumière, et sonorité pour se révéler pleinement. C'est pourquoi la rencontre avec Éric Soyer, créateur de lumière, a été aussi importante pour moi, ainsi que celle de François Lemarie, au son. C'est à partir de là, que mon imaginaire d'auteur et d'écrivain se met en marche. Au tout départ de ma formation d'auteur, au début des années 90, c'est parce que j'ai pu définir, et visualiser, avec précision des espaces théâtraux, que j'ai pu me libérer, en tant qu'écrivain, et ainsi commencer à écrire. Écrire des mouvements de corps, des déplacements en silence, des immobilités, avant toute parole.
Seul devant une page blanche, ou un ordinateur, je serais resté bloqué, j'en suis sûr. Imaginer des gestes, puis de la parole, des sons, retranscrire des mots entendus à l'intérieur de soi, développer un imaginaire, former des images scéniques, et surtout alimenter une inspiration, c'est-à-dire un désir de créer et d'inventer, c'est grâce à un rapport concret à l'espace que j'ai pu faire ça. C'est pour ça que je dis souvent que je ne suis pas metteur en scène, du fait que sans une vision intérieure concrète de l'espace, ou bien si l'on devait m'en imposer une qui n'aurait pas pris racine à l'intérieur de moi, je serais incapable de créer. Je dis que je ne suis pas metteur en scène, parce que je ne pourrais pas travailler dans des univers d'écriture, ou des espaces scénographiques, qui ne seraient pas naturellement en lien avec moi, et issus de moi. Ces autres pièces dites spontanées, dont je parle sont donc Je tremble, et Cercle et Fiction, et ont comme point de déclenchement, le rapport à l'espace. Un lieu fictionnel pour ce qui est de Je tremble. Théâtre dans le théâtre, rideau rouge, cabaret, entre réalité physique et mentale, lieu de tous les possibles et paradoxes, caisse de résonance de l'intime et spectacle de la pensée, et une scénographie circulaire pour Cercle et Fiction. Une aire de jeu au centre d'un gradin, en cercle donc, l'acteur encerclé par le public. Pour ce qui est de la réunification des deux Corées, son point de départ essentiel a été le désir de travailler dans un espace bifrontal. C'est-à-dire deux gradins de spectateurs se faisant face, étirés latéralement, creusant une aire de jeu centrale, comme un couloir entre deux montagnes. Un espace plus banal que le cercle, espace confiné mais dans lequel je n'avais jamais évolué encore. Ce que je veux dire par là, c'est que dans de nombreux exemples, dont cette dernière création, l'espace scénographique est l'élément dramaturgique premier de mes pièces. La source d'inspiration, qui va conduire l'écriture. Est venu ensuite, en ce qui concerne la réunification, le choix des matériaux dramaturgiques plus classiques. Thème, sujet, point de départ fictionnel. Matériaux qui ont été explorés et mis à l'épreuve dans les conditions réelles du bifrontal pendant 2 ateliers de recherche organisés pour une 50aine de comédiens en tout, pendant 2 sessions d'1 mois à Bruxelles. De ces ateliers se sont dégagés beaucoup d'éléments essentiels de cette création, et je voudrais rendre hommage ici à tous ces comédiennes et comédiens qui m'ont accordé leur confiance, et avec qui j'ai aimé travailler, et qui m'ont inspiré. Je voudrais les remercier. J'ai d'ailleurs demandé à 5 d'entre eux s'ils voulaient bien rejoindre l'équipe de ce projet. Ils ont accepté. Si l'on compte le temps de ces 2 ateliers à Bruxelles, c'est presque 6 mois de travail et de recherche que nous aurons menés dans les conditions quasiment réelles de représentation et dans cet espace bifrontal. Pour revenir à la réunification des 2 Corées plus concrètement, on pourrait donc dire que cette pièce se présente sous la forme d'une suite de petits fragments fictionnels. Ces fragments sont des instants singuliers et clos. À la différence de Cercle et Fiction, où l'on pouvait parler de fils narratifs, qui se prolongeaient et qui en chevauchaient d'autres, ici, chaque morceau est unique. Ce n'est pas du tissage, plutôt de la mosaïque. Se juxtaposent des morceaux, des éclats singuliers. C'est une petite nuance, mais elle est importante. Il y avait dans Cercle et Fiction, un élément presque feuilletonesque. Ici, nous sommes plutôt du côté de la somme de petits récits. Mais comme dans Cercle et Fiction, j'espère que tous ces fragments, ces petits dessins, composeront un dessin plus grand, abstrait peut-être mais néanmoins signifiant. Il faut peut-être parler du titre. S'il y a un certain mystère du titre, évidemment, il faut qu'il soit préservé. C'est comme la fin d'un film à suspense, il ne faut pas la raconter à ceux qui font la queue devant le cinéma. C'est essentiel. Pour moi, le titre est quelque chose qui doit se révéler à celui ou à celle qui est plongée dans l'œuvre. C'est à ce moment-là qu'il prend tout son sens. Avec Les Marchands, Cercle et Fiction, ou Ma chambre froide, c'était déjà le cas. On ne peut pas comprendre tout ce que veut signifier un titre avant d'y être allé voir. Ce titre-ci est particulièrement énigmatique, c'est vrai. Il faut lui garder son étrangeté. Il provoque l'imagination, et par là, c'est déjà le travail de la pièce qui commence. L'imagination n'est justement pas sans rapport avec ce dont il est question dans cette pièce.
Mais bon, puisque j'ai du mal, je le vois bien, à parler de cette pièce en elle-même, j'aimerais évoquer la veine, le sillon artistique que nous sommes en train de creuser, mon équipe et moi, sous mon impulsion. Je qualifierais ce sillon de relativement conventionnel ou académique. Je pense qu'avec les collaborateurs de ma compagnie nous avons créé au fur et à mesure du temps des principes de travail, et des principes formels assez précis, et que nous ne cessons pas de les perfectionner. Je pense que cela nous donne les moyens d'une certaine créativité. Nous avons créé des outils et des cadres, et ainsi nous pouvons inventer et produire avec une certaine efficacité, terme péjoratif en matière d'art, et sans doute avec raison. En ce moment, comme je le disais au début de cet entretien, je situerai mon travail de dramaturge du côté du réalisme psychologique. Cela depuis Je tremble, et après Les Marchands. Cela s'accompagne d'un approfondissement de l'humour qui était présent depuis le début dans mes pièces, mais pas développé, plutôt retenu. Avec les pièces précédentes et incluant Les Marchands, nous étions dans un faux réalisme, au sens où les histoires et les personnages, avec leur façon de parler, ne valaient que par la dimension abstraite et souterraine à laquelle ils étaient reliés. La psychologie était plutôt psychologie des profondeurs que psychologie naturaliste. Les personnages incarnaient plus qu'eux-mêmes, ils incarnaient des idées et des notions poétiques. Ils ne s'inscrivaient pas dans une temporalité précise. Mes histoires et mes personnages évoluaient dans un cadre intemporel. À l'époque je parlais de réalité et de réel, et cela a beaucoup prêté à confusion. Mes visées étaient plus abstraites que naturalistes. Et je me rattachais à cette notion de réel tout en expliquant que pour moi le réel s'appliquait davantage au principe de ma théâtralité qu'à mes histoires en elles-mêmes, qui elles savaient tout sauf l'apparence de la réalité. Aucun de mes personnages n'était vraiment crédible, les premiers qui l'ont été, ce sont les personnages de la pièce Cet enfant. Je cherchais le réel, en tant qu'il est selon moi beaucoup plus abstrait que figuratif. Et aussi en tant que reconstruction, refabrication de celui-ci. Comme si j'avais voulu, presque comme un alchimiste, parvenir à créer du réel pur. Aujourd'hui, dans mes dernières pièces, il y a un rapprochement plus grand entre ce qui est montré, raconté et le propos qui est visé. C'est plus qu'une nuance. Du coup, je crois que je fais actuellement un théâtre beaucoup plus accessible, qu'on pourrait qualifier de naturaliste, et donc de populaire. Ce qui reviendrait à dire que je suis dans un conservatisme artistique, au sens que ma forme d'expression se rapproche de la forme dominante dans tous les arts. Quelque chose de directement accessible, directement compréhensible, directement sensible. Je ne l'ai pas fait que par calcul. Si tant est que j'ai pu le faire aussi par calcul, dans la mesure où une part de moi aurait pu craindre de ne pas trouver assez d'écho, de réception, de compréhension, d'adhésion. Ce n'est pas seulement pour cela que j'ai pris cette voie. Il y a une part de moi qui a beaucoup à dire de cette manière-là, une manière qu'on pourrait aussi qualifier de concrète, une manière d'approche presque documentaire dans certains cas. Une part de moi a beaucoup de plaisir à travailler de cette manière-là. Et parmi toutes les pistes à explorer dans ma vie artistique, tous les potentiels, il était important que je la développe, que je l'explore, que je continue à la développer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle s'épuise par mouvement naturel, pas par dégoût mais par satiété. Voilà. Il fallait donc dire qu'avec cette pièce en cours de création, je n'ai pas pris le risque de renouveler ma forme d'expression artistique. Et même si j'abandonne la narration, et en ce sens, je prends un risque quant à la compréhension, la lisibilité, par ailleurs je sais que mon propos sera quand même très accessible pour les autres. J'aime travailler sur un langage quotidien, par exemple. J'ai l'impression que j'ai trouvé presque une aisance, venue sans doute de l'accumulation d'innombrables heures de travail, et aussi de la maturité. J'ai envie de laisser cela s'exprimer, parce que c'est comme le produit d'un acquis. Bien sûr, il reste la question de savoir quand cela s'arrêtera. Quand vais-je passer ailleurs, quand vais-je en ressentir le désir et la nécessité? D'autant qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé qui me constitue, je souris quand même un peu, car ce que je vais dire est un peu pompeux, c'est que je suis quelqu'un d'à la fois très structuré dans son travail, et très incohérent. Plus gentiment dit, ma personnalité artistique n'est pas très bien unifiée.
C'est-à-dire, je crois que je n'ai pas une seule identité sur un plan sensible, esthétique, et même philosophique. Je suis presque un Zoli, pour prendre la figure d'un film de Woody Allen. C'est bien pour cela aussi que j'ai autant de mal à trouver une synthèse, un discours, et à me sentir légitime, en tant qu'artiste, à me sentir tout simplement dans un rapport simple à la communication sur mon travail. Je suis vraiment animé par plusieurs personnalités, qui ont l'obligation de se partager les commandes, et les outils de ma création. Il arrive à certains moments, que ces personnalités travaillent à plusieurs, qu'elles forment une sorte de communauté, ou d'association, avec des consensus, avec des compromis. Mais dans certains cas, je sens que cela n'est pas possible, et finalement le volant, le gouvernail, la direction des opérations est laissée à une seule des personnalités, à qui les autres disent, un peu comme dans la formation d'un gouvernement. Écoute, moi je ne suis pas d'accord avec tes grandes options, je n'y rentre pas. Je préfère attendre le moment où j'aurai vraiment la possibilité de m'exprimer, gouverner sans moi. Ce dialogue en moi, c'est quelque chose de quasi concret. Je ne tiens pas de journal intime. J'ai fait très peu d'introspection. Mais je sais tout cela depuis un certain temps. Je pense aussi à Pessoa, un exemple pour moi tout à fait édifiant de la possibilité de vivre ce phénomène. Lui a donné une vie extérieure et réelle à ses différentes personnalités intérieures. Il leur a donné la possibilité de s'exprimer chacune individuellement plutôt que d'avoir à rechercher un compromis entre elles, d'ailleurs difficile à trouver, et sans doute contre-productif sur le plan créatif. Il a bâti des œuvres qui étaient intégralement l'expression d'une partie cohérente de lui-même, et en totale opposition, avec d'autres de ses personnalités. C'est une manière de conduire sa vie et sa création qui m'intéresse, et même me fait rêver. Dans ma vie personnelle, j'ai ce projet de prendre 1 ou 2 années de distance avec ma compagnie, de me dégager totalement du travail de création, et d'accompagnement des spectacles. Il y aura des moments consacrés à la vie toute simple, au voyage, et des moments, pour réfléchir à la continuité de mon travail pour l'avenir. Avec, pourquoi pas, des pratiques d'écriture différentes, une autre approche de l'écriture théâtrale, pourquoi pas en contradiction, avec ce que j'ai toujours dit, par exemple écrire sans le plateau une pièce qui demanderait un travail particulier, plus long. Au sortir de tout cela, je voudrais bien sûr reprendre ma place, et mon travail avec ma compagnie, continuer à créer pour elle et avec elle, je voudrais que ma compagnie continue à vivre, mais je voudrais aussi inventer, et créer autre chose. En suivant le modèle que je viens d'évoquer précédemment, j'aimerais bien essayer de matérialiser ces différentes impulsions, ces désirs artistiques que je ressens à l'intérieur de moi et les faire vivre de manière autonome. Par exemple en créant d'autres identités créatives, que celles existantes sous le nom de Joël Pomera. Donner une existence, et un nom avec, à d'autres sensibilités esthétiques, et philosophiques qui me constituent. Je pourrais créer d'autres compagnies dirigées, et animées par d'autres Louis Brouillard. Ainsi faire des spectacles sous d'autres identités. D'ailleurs Louis Brouillard, qui est une figure imaginaire, qui a donné son nom à ma compagnie, pourrait se mettre à créer lui aussi. Tout ce jeu de création d'identité devrait se faire dans une grande transparence, pour éviter le côté fantomat et puéril de la chose, et puis parce que de toute façon, ce serait impossible, et peu intéressant de garder le secret. Au contraire, même j'expliquerai pourquoi j'en arrive là, j'exposerai les raisons qui me font agir de cette manière-là, ce que ça me permet de faire, et de libérer en moi, ce qui fait que j'ai besoin de passer par là pour évoluer. Une certitude, ça se passerait toujours dans le théâtre. Parce que c'est ma voix, parce que le théâtre, c'est ma philosophie de vie, et parce que dans la vie, il faut faire des choix, et s'y tenir. C'est comme un calcul, un pari. Je fais le choix de la continuité, et de la persistance plutôt que de la diversification. Mais dans cette constance, dans cette persistance avec le théâtre, j'aimerais trouver la possibilité de m'échapper, de me diversifier, de devenir à l'image de ce que je vis intérieurement. C'est-à-dire, être vraiment plusieurs.